Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue à l'Elyséum. J'aimerais qu'on applaudisse les équipes techniques qui vont nous aider à produire cet événement. Alors, je suis très touché parce qu'il y a 30 ans, j'étais un minot et j'ai déposé cette marque, l'événementiel. Et j'ai créé un magazine derrière. Et puis j'ai pas pu contrôler ce magazine parce qu'il faut des capitaux. Et donc c'est le groupe Havas qui a récupéré le magazine événementiel et je suis très heureux de l'avoir racheté il y a quelques mois. Donc ce soir c'est un numéro 0, donc il y aura sans doute des imperfections. C'est une République Event parce que je suis le président du groupe République. Donc le groupe République, c'est un acteur un peu disruptif dans le monde du salon. C'est-à-dire qu'on ne vend pas de mètres carrés, mais on vend du rêve, on vend de la prise de parole. C'est un peu notre vocation. C'est 150 événements propriétaires par an. Et avec la République Event, c'est notre 9e République. Et je suis très heureux de faire ce numéro 0 avec vous ce soir. On a beaucoup d'ambition. République Event va lancer prochainement la nuit de l'événementiel qui aura lieu au mois de février au Théâtre Mogador. On attend 1800 personnes, ça va être un truc de fou. Prochain live aura lieu le 12 octobre, ça sera son lancement officiel puisque le magazine va être lancé officiellement le 12 octobre. On aura tous les patrons des assurances qui seront là notamment, etc. Voilà, mais avant toute chose, l'événementiel c'est aussi une équipe, République Event. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, le directeur de la République Event, on peut l'applaudir, c'est Pierre-Nicolas Combe. Ensuite, nous avons la rédactrice en chef, Pascale Basilier. La directrice commerciale, Marie Durand. Et enfin, la chef de projet, la directrice des projets qui va coordonner tout ça, c'est notre amie Faustine Rouleau. Voilà, et puis ce soir, nous avons aussi un magnifique plateau. Alors je vais vous les présenter rapidement. On va commencer par la gauche. Et puis c'est un serial entrepreneur. Il a racheté le groupe Habitat, Polka, Burton of London. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il vient de racheter un traiteur, Riem Becker. Il va nous en parler tout à l'heure. On peut applaudir Thierry Le Guénic. À ses côtés, elle est patronne de Publicis Live, une femme à poigne, m'a-t-on dit. Elle nous parlera notamment de Vivatech, qui est un succès phénoménal. C'est Caroline Pierret. Et puis, on en a marre de voir les DIRCOM de grands groupes. On a envie de voir aussi des patrons, des mecs qui ont les mains dans la glaise. Lui, c'est le cas. C'est le fondateur de la Compagnie du Lit. C'est Eric Romeden, on peut l'applaudir. Et puis, on peut pas parler d'événementiel sans parler de mode, parce que les plus beaux événements, c'est quand même les gens de la mode qui le font, notamment les défilés de mode. Bien, lui, il a monté un défilé de mode, notamment sur les métaverses. C'est le patron du groupe Etam, c'est 1400 points de vente. C'est Laurent Melchior, on peut l'applaudir. De l'autre côté, on a aussi invité des acteurs du monde de l'événement. Alors lui, il vient de chez McKinsey, une entreprise particulièrement sérieuse. Il a pris la direction générale du Puy du Fou, qui est un parc exceptionnel, numéro 2 en France, qui a été primé sur un plan mondial. C'est notre ami Olivier Strebel, directeur général du Puy du Fou. Alors lui, c'est un patron d'agence qui a mal tourné, ou bien tourné, ça dépend. Il a eu la bonne idée de soutenir Tony Estanguet dans sa grande campagne pour ramener les Jeux Olympiques 2024 en France. Eh bien, c'est lui qui va s'occuper de tous les événements de Paris 2024. C'est Thierry Reboul, on peut l'applaudir. Et puis, il y a eu une
édition exceptionnelle cette année, 2022, avec cette lutte dans les étapes de montagne. Si vous avez compris, c'est le Tour de France qui est notre fierté nationale. 3e événement mondial après les JO et après la Coupe du Monde. C'est le Tour de France. Et on a son patron qui est là, c'est Christian Prudhomme. On peut l'applaudir. Et puis pour rendre les débats intéressants, j'ai invité une chroniqueuse mondaine. C'est la directrice générale de Burton of London, de Polka et aussi de Sauvage Poésie. C'est Anne-Laure Couplet. Et puis nous avons des acteurs qui nous ont suivis dans cette première aventure. Donc 2 patrons d'agence, Arnaud Vitry et Fabienne Gilbert pour Brand Sonic. Et puis le patron de l'agence qui déménage, paraît-il, enfin il va m'expliquer comment il fait, c'est Quentin Delaporte des Vaux, WMH. Et puis dans la salle, on a des stars aussi. On a le patron de Com Exposium, Renaud Hamed. Il est où Renaud Hamed? Il va se lever. Et puis on va parler un peu de pognon ce soir, on va parler d'économie. Et puis c'est vrai qu'il y a un débat permanent entre la relation entre les agences et les achats. Eh bien on a invité un grand patron achat, c'est le patron des achats d'Enedis, c'est Bertrand Pouillou. Il est là, il va se lever. On va l'applaudir. Alors j'ai invité aussi mon pote et Siben, il n'est pas arrivé? Bon, ben, il va nous rejoindre. Enfin bref, plein de gens intéressants que je vais vous présenter tout au long de cette soirée. Et on va commencer avec un investisseur qui s'est lancé dans la communication événementielle. On va applaudir sur scène Thierry Le Guénic. Alors bonjour Richard. Donc tu peux nous rappeler ta carrière qui a été assez mouvementée, rapidement, en 3 secondes. Alors, merci d'abord de cette invitation. Je suis très heureux de participer à ce numéro 0. Ouais. Le monde de l'événementiel, ça t'inspire quoi? Des mecs qui font dans les paillettes, qui sont... Non, ça inspire que l'événementiel, de toute façon, on doit donner un peu de bonheur aux gens, on doit aussi faire un peu de business. Donc, ouais. Voilà. Le business avant, le bonheur ou... Sans doute en même temps. Moi, ce qui m'intéresse, comme tu le sais, c'est d'essayer de reprendre des marques qui sont dans des mécaniques de transformation et qui ont des savoir-faire particuliers, des ADN particuliers. On n'a pas besoin d'être une grande entreprise, on peut aussi être une petite entreprise, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier et qu'il y ait cette mécanique de transformation absolument indispensable. C'est ça qui m'intéresse. Les entreprises qui sont en plein développement, qui ont beaucoup de cash ou autres, voilà, moi, à titre personnel, par rapport à mon caractère, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. C'est les marques qui t'intéressent. C'est pour ça que tu as racheté Habitat, qui était en difficulté? C'est en transformation plutôt. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des modèles nouveaux qu'il faut intégrer. Bien évidemment, on parle de la tech, on parle aussi des mécaniques financières dans un environnement comme Habitat. Voilà, il y a beaucoup de transformations à faire chez Habitat. On est en cours. Il y a plein de marques ici. Oui. Jeux Olympiques, c'est une sacrée marque. Bien sûr, c'est incomparable. Tour de France aussi. Incomparable aussi. D'accord. Mais comme toutes les marques, moi j'ai des marques qui sont centenaires. Hein. J'ai même racheté une petite manufacture qui date de 1736 au mois de juillet. Bon, il y a à la fois un patrimoine et il faut aussi transformer ce patrimoine, l'intégrer dans le monde d'aujourd'hui, qui est pas forcément facile. Et donc il y a des hauts, il y a des bas, mais les marques arrivent à passer les siècles, bien évidemment, comme le Tour de France. Anne-Laure Couplet, tu la connais bien? Bien sûr, je la connais bien. C'est pas une marque, hein, Madame Couplet. Hein. Anne-Laure Couplet, directrice générale Fais gaffe, ça pourrait de Polka. On va voir les images de Polka, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça inspire pour toi, la communication événementielle? C'est quoi? C'est un truc utile, stratégique, évident?
C'est tout simplement un truc qui rend les marques vivantes, Oui. qui permet d'avoir un peu de proximité avec les clients. On voit que les marques ont de plus en plus de proximité, sont des marques aujourd'hui qui ont une communauté forte et de l'engagement des clients envers la marque. Donc l'événementiel, ça sert à ça aussi. La publicité ne procure pas ce genre d'émotion? La publicité, c'est très descendant comme information, donc ça Oui. peut être très beau. On en fait chez Polka, on est très content de nos campagnes. Et je pense que tous les acteurs de mode font de la publicité. L'événementiel, c'est différent, on est au plus proche du terrain et au plus proche du client. Thierry, donc on comprend, Habitat, Polka, Burton, tu as racheté toutes ces marques, mais alors, il y a un truc que je ne comprends pas, tu as racheté un traiteur, Rien Becker. Pourquoi? D'abord, c'est un domaine, moi, qui m'intéresse. Accessoirement, j'ai différents groupes de sociétés. Et en fait, le pôle food, en fait, a rejoint le pôle Habitat. Il faut savoir que Habitat a une vraie histoire avec le food, historiquement, Ouais. dans les années 70. Et donc, ça nous a paru intéressant de racheter ça. Et puis, accessoirement, on pense que c'est un métier qui a besoin d'être un petit peu dépoussiéré aujourd'hui. Ouais. Les traiteurs sont poussiéreux. Un petit peu dépoussiéreux, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de poussiéreux chez eux? Par exemple, les méthodes, les process. Par exemple, je te donne nous, on va aller sur la tech, par exemple, aujourd'hui, avec tout ce qui est frigo connecté. Je vois très peu de traiteurs aujourd'hui, un peu plus traditionnels, aller vers les frigos connectés. Ouais. Parce que sans doute, c'est très traditionnel, ça fait partie un peu de leur ADN. Ouais. Donc nous, on essaie d'avoir une idée un petit peu décalée à chaque fois. Quentin, Oui. patron de l'agence WMH, qu'est-ce que tu attends des traiteurs en fait? C'est quoi le challenge d'un Rien Becker? Parce qu'il y en a plein des traiteurs sur le Alors, je pense que c'est de faire encore plus de sur-mesure au-delà même de ce qu'on a dans l'assiette. Ouais. Vraiment. Sur mesure. Mais ça, les financiers, ils n'aiment pas ça. Si, bien, Ils aiment industrialiser les process et tout. Il y a plusieurs éléments dans le traiteur. Il y a la créativité, il y a bien évidemment la qualité, et puis il y a toute la logistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la logistique d'un traiteur, c'est extrêmement précis, extrêmement calibré. Donc je rejoins tout à fait Quentin quand il dit que le sur-mesure est absolument capital. Mais Rien Becker, c'est un traiteur qui va avoir 100 ans dans 2 ans. Donc la logistique, le sur-mesure est particulièrement bien travaillé chez cette marque. Très bien, donc on te garde avec nous. J'aimerais qu'on fasse un focus sur Vivatech, qui est un événement qui est devenu mondial aujourd'hui, 100% français. J'aimerais que Caroline Pierret, qu'on va applaudir, vienne de te rejoindre sur le plateau. Alors, je vais passer la parole à Pascal Basilier. Pascal, Caroline Pierret, Publicis Live, ça fait partie du groupe Publicis. 3e acteur mondial, Publicis. De communication, oui. Ouais. C'est combien de salariés? 90 000 salariés? Un petit peu plus maintenant, on est plus sur 90 000, oui. D'accord. La place de l'événementiel dans le groupe Publicis, c'est quoi? C'est petite portion ou ça prend de la place de plus en plus? Alors, ça prend de plus en plus de place. Alors après, on se compte pas en milliers. On reste l'agence événementielle de Publicis en France. Donc, il y a d'autres acteurs dans le monde qui font le même métier que nous. Mais c'est sûr que l'événementiel a un pouvoir d'influence qui devient de plus en plus important, oui. Et qui est vraiment considéré par les marques comme un pôle d'influence. Alors Pascal, Vivatech, c'est une coproduction entre Les Échos, Le Parisien et puis Publicis. Entre le groupe Les Échos et Publicis Group, l'idée est venue de ces deux grandes entreprises qui ont créé cet événement en 2016 avec les mots de Maurice Lévy de vouloir en faire l'événement numéro 1 européen de la technologie et des innovations et des startups en Europe. Et donc il y a le président de la LVMH qui vient, alors qu'il vient nulle part, donc il vous soutient? Alors Bernard Arnault nous soutient, comme 5 partenaires fondateurs en fait depuis Vivatech depuis la première année. Donc on a BNP Paribas, on a Google, LVMH, Orange et le groupe La Poste. Donc le boulot de l'agence, c'est quoi? C'est de faire en sorte que cet événement, 2000 exposants et des retentissements mondiaux, comment vous y prenez? J'ai vu les chiffres de clics, 3 milliards de vues, c'est pas pipoté ça? Alors non, c'est pas pipoté. En fait, Vivatech a été créé au départ effectivement pour montrer l'open innovation entre les grands groupes et les startups. Donc on a été les premiers à faire ça, c'était assez visionnaire. On a monté cet événement en 6 mois. D'ailleurs, Quentin était à l'agence à l'époque, donc il peut aussi en témoigner.
Vraiment, ça a été une aventure exceptionnelle qui a fonctionné dès la première année. On a augmenté notre visitorat pour monter jusqu'à 124 000 personnes en 2019. Malheureusement, le Covid est passé par là, donc on a dû se réinventer. En 2021, on a été le premier événement à rouvrir ses portes, donc avec des jauges, puisqu'on était encore très contraints avec 5 000 personnes par jour. Et le grand retour de Vivatech, c'était cette année en 2022 avec 91 000 visiteurs en physique, donc ce qui montre bien que l'importance de l'événementiel, c'est de rassembler des gens, de créer des émotions, ce qu'on ne peut pas faire à distance. Enfin, en tout cas, je pense que très peu d'entre nous ont vécu des émotions identiques en digital. Donc c'est aussi ça la force de l'événementiel. Thierry Le Guénic, tu as été faire un tour à Vivatech ? Moi, j'y vais tous les ans. Donc, oui. Qu'est-ce que tu aimes dans c'est une source d'inspiration. Oui. Et puis partager des visions qui sont différentes des nôtres, ça ouvre quand même l'esprit. On rencontre des gens absolument passionnants, qui ne raisonnent pas du tout comme moi. Donc, c'est vraiment ce que je recherche. Tiens, j'aimerais passer la parole à Renaud Ahmed, qui est le patron du groupe. Je me demandais pourquoi il n'avait pas créé Vivatech, d'ailleurs. Donc, Renaud doit faire la gueule. Pas du tout. Un succès comme ça aurait dû être comme Exposium qui montait un truc comme ça, non ? Mais non, on n'est pas les seuls à faire des gros événements et des beaux événements. Oui. Je suis ravi pour les échos et pour Publicis. On en a d'autres. On sent que les salons sont en train de s'événementialiser de plus en plus, de se moderniser, parce que c'était un peu des voies de garage à une époque. Alors, d'abord, un salon, si tu vas sur un salon, il faut jamais oublier les 4 fondamentaux. Oui. Tu viens voir ta communauté, oui. D'accord ? Tu viens voir les nouvelles tendances, tu viens voir les nouveautés, oui. d'accord ? Et tu as une expérience qui doit en disant « Waouh, j'ai été là-bas et c'est génial oui. ». Si un salon ne fait pas ça, à un moment ou à un autre, il est mort parce qu'il devient has-been. Donc, de toute manière, tu dois l'avoir. Alors, il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres. Rétromobile, il n'y a pas de problème. Il y a la vente aux enchères. Les ventes aux enchères de rétro, elles font carton plein. Bon. Donc, t'en as d'autres, il faut trouver d'autres trucs. Il y en a beaucoup qui disaient que les salons allaient disparaître parce que on peut rencontrer les gens sur le web, etc., et que se déplacer à Villepinte ou à la porte de Versailles, il faut garer sa voiture, etc. Comment tu vois l'avenir de ce média ? Comme aujourd'hui, je crois qu'ils sont venus les gens. Oui. Ils sont pas globalement, ils regardent pas sur la toile, non ? On est d'accord ? C'est la même chose. Fondamentalement, le plus bel enseignement de cette crise, il n'y a qu'un seul. Le reste, on a souffert très fort. Mais le plus bel enseignement, c'est que tout le monde pensait, en tout cas 30% de nos clients pensaient qu'on allait être disrupté. Et fondamentalement, ils ont dit, il faut qu'il y ait du digital. Le digital est un complément, n'est pas une menace. Oui. C'est un appui et un atout. Thierry, donc ancien patron d'agence, toujours patron d'agence, je pense que ton agence, tu l'as pas abandonnée, elle est toujours en activité. Les gens, j'ai l'impression, depuis quelques mois, ils ont vraiment envie de refaire la fête, de se retrouver, peut-être encore plus qu'avant. Est-ce que c'est ce que tu constates ? C'est ce que j'espère surtout. Oui. Et je tiens juste à signaler que l'agence, oui, je l'ai vraiment laissée. C'est un sujet légal clé sur le. Tu l'as vendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je fais. D'accord. Tu l'as bien vendu, que ça soit clair. Tu l'as bien vendu. Au début mal, et puis le Covid est arrivé, tout le monde m'a dit plutôt bien. Donc il y a deux versions. Olivier, sur ces grandes messes, on est un peu loin de l'activité du Puy du Fou, mais est-ce que les gens vont continuer à se déplacer sur les salons dans l'avenir ? Oui, je le pense. Oui. Je le pense, et nous, c'est un des paris qu'on a fait au Puy du Fou en ouvrant un centre des congrès alors en plein Covid. Oui. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui 3500 mètres carrés qui sont disponibles pour des salles de réunion, pour des grandes salles. On a un amphithéâtre de 500 à 1000 personnes. Et en fait, on s'est mis justement en disposition de pouvoir accueillir des salons, en plus évidemment d'événements d'entreprise. Arnaud Vitry, Point de Somic. Oui, nous, la digitalisation des salons, c'est un sujet qu'on connaît bien. Oui. Pendant les 2 années Covid, on a par exemple tenté d'avoir une version numérique du salon étudiant pour le monde. Et en fait, ce qu'on se rend compte à la fin, c'est que c'est 2 choses différentes. Il n'y a pas de digitalisation. C'est soit vous proposez une expérience utilisateur, soit vous allez sur le participant. Et finalement, ce que vous allez chercher dans le salon en présentiel, par exemple avec Comexpo sur Vivatech, c'est tout le hasard heureux, toute la sérendipité que vous n'aurez jamais en digital. Et en fait, que ce soit en digital ou en présentiel, chacun a ses bénéfices. Alors, mais il n'y a pas de jumeaux. Thierry Le Guénic qui prêche un peu pour leur paroisse, parce que leur métier c'est de monter des événements. Mais toi, avec le recul qui est le tien, les événements ils vont devenir comment ? On va y aller vraiment quand ça vaut le coup ? Ils vont devenir hybrides ?
un peu sec là quand même, parce que je dois dire qu'aujourd'hui prévoir quelque chose c'est quand même très compliqué. Hein. Oui. Mais non, moi je partage un peu ce qu'a dit Renaud, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin de rencontrer sa communauté, de partager et de s'ouvrir aussi. Donc on a quand même envie d'espace physique quand même. Hein. Alors on va continuer notre exploration avec un parc d'attractions qui est devenu l'un des leaders mondiaux, c'est le Puy du Fou. Personne ne l'attendait là. On va en parler avec Olivier Strevel. Oui, tous garder un micro. Alors Olivier, Pascal Basilier, les chiffres, c'est assez fou quand même. 2 300 000 visiteurs, c'est ça Olivier, je parle sous votre contrôle. Oui, exactement. 2,3 millions de visiteurs en 2019. Forcément, 2 années difficiles en plein Covid. Oui. Et une saison 2022 qui va être excellente. Alors, elle n'est pas finie, mais on va revenir au moins au niveau de 2019 en France. Et donc ça, forcément, c'est une très grande victoire. Sachant qu'au Puy du Fou, pendant le Covid, eh bien, en fait, on a ouvert notre premier parc à l'international en ouvrant Puy du Fou Espagna. Oui. Et l'année dernière, en plein Covid, on fait à peu près 600 000 visiteurs en Espagne. Alors, on va y venir sur cette stratégie de diversification. Mais le montage, moi, il est intéressant. C'est 4000 bénévoles. Le Puy du Fou n'a jamais demandé de subvention. C'est sûr, ça ? Oui, exactement. Aujourd'hui, le Puy du Fou, au départ, c'est un spectacle, en effet, le plus grand spectacle vivant au monde, qui est monté par des bénévoles. C'est De Villiers qui l'a trouvé, qui l'a inventé. Exactement. Il y a combien d'années ? Eh bien, écoutez, c'est 78. C'est la 45e saison. On a fini la saison le week-end dernier, samedi soir. C'est un politique qui avait une vision business, ou plutôt historique. Non, c'est pour le coup, c'est un véritable artiste qui a eu cette vision en 78 de grands spectacles vivants et qui a animé une association incroyable de bénévoles, de 4500 bénévoles qui vivent depuis 45 ans et qui font ce grand spectacle, qui a permis de développer des ingrédients uniques en termes de spectacles vivants et qui ensuite ont été déclinés en France dans ce fleuron français qui est devenu le Puy du Fou et qui aujourd'hui sont justement emmenés à l'étranger, à l'international et pour faire rayonner ce savoir-faire français. Alors je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas du monde du spectacle, encore moins du monde de la communication de l'événement. McKinsey, donc consultant haut niveau. Qu'est-ce qui vous a pris de venir dans ce monde ? Alors, écoutez, McKinsey, c'était il y a un petit moment maintenant. Entre-temps, j'ai rejoint en fait un groupe familial pour construire un fleuron national aussi, le leader français de l'impression 3D. Donc je viens du monde de la tech et pour justement le transformer en leader européen. Et moi aujourd'hui, je rejoins le Puy du Fou aussi pour prendre ce fleuron national et puis pour apporter ma contribution au rayonnement international de ce fleuron national. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le Puy du Fou puisse renaître ou naître en Chine, en Espagne, un peu partout dans le monde. Objectif d'en avoir 4 parcs d'attractions en 2030 ? L'objectif, en effet, c'est d'ouvrir 2 autres parcs dans de nouveaux pays d'ici 2030. Ce que l'on a démontré avec Puy du Fou Espagna, c'est que ces ingrédients qui ont été patiemment créés, inventés pendant 45 ans en Vendée, eh bien, on est capable de les utiliser au sein d'une histoire et d'une culture différente à Tolède en Espagne. Et c'est en effet ce succès artistique et bientôt succès de fréquentation cette année avec la sortie de Covid, eh bien, qui va nous permettre aussi de continuer ce déploiement et de continuer à utiliser ces ingrédients dans d'autres histoires et dans d'autres cultures. Thierry Reboul, est-ce que tu t'inspires de la scénographie du Puy du Fou pour les spectacles qui vont avoir lieu autour des Jeux Olympiques ou pas du tout ? En tout cas, du savoir-faire du Puy du Fou. Après, chacun est dans son registre et dans son couloir. Mais oui, du savoir-faire, forcément. Ouais. On a un très fort savoir-faire de spectacle vivant aquatique. Et je m'intéresse beaucoup à l'eau. On va en parler tout à l'heure. Donc, Puy du Fou, c'est une belle histoire, c'est une belle marque, Thierry. Grosse ambition, devenir une des marques mondiales reconnues. En ce qui concerne certaines de mes marques, oui, bien sûr. Non, mais Puy du Fou. Puy du Fou, oui. Est-ce que tu as une question à leur poser ? Vous travaillez comment en termes de business ? En licence ? C'est vous qui êtes propriétaire des spectacles ? Comment ça se passe ? Non, en Espagne, c'est nous qui sommes propriétaires. Après, là, nous sommes en train de développer des concepts de spectacles immersifs indépendants. Et là, pour le coup, en effet, c'est des business qui sont un petit peu différents, des approches qui sont un petit peu différentes. Christian Mais Prudhomme. sur les parcs, oui, c'est nous. Christian Prudhomme, Tour de France. Ouais, c'est un succès exceptionnel. Le Puy du Fou, la Vendée, c'est déjà bien plus qu'un département. Ouais.
Le Puy du Fou, c'est parti en effet de bénévoles, et aujourd'hui, il y a un savoir-faire qui est digne des plus grands, qui est absolument extraordinaire. Alors, je ne veux croire que parce que le créateur Philippe de Villiers est un fou du Tour de France, il ait choisi Tolède en Espagne, qui est la ville de Federico Bahamontes, l'aigle de Tolède, premier vainqueur espagnol du Tour de France, plus ancien vainqueur, messieurs, mesdames, du Tour, 94 ans, c'est le 9 juillet dernier, c'est-à-dire, si vous souhaitez venir à l'anniversaire de ma mère, une semaine après les 94 ans de ma propre mère, la même année que Lynn Renault, 2 juillet 28, à cet âge-là, on peut tout dire. Allez, je connais bien Lynn Renault, on peut l'applaudir. Alors, Puy du Fou, Tour de France, vous avez un point commun, c'est les territoires. Oui, et c'est puis que l'événementiel, c'est pas qu'un truc pour mecs branchés, bobo à Paris. Non, mais ce sont 2 grands départs du Tour de France, en 1993 et en 1999. C'est aussi la cérémonie de présentation des coureurs en 2011. Oui. C'est un lieu d'exception qu'à titre personnel, je fréquente aussi régulièrement. D'accord. Parlons des territoires un peu, Puy du Fou. Donc, il y a une appétence sur les territoires. On n'en parle pas assez à Paris, peut-être? Non? Écoutez, j'ai envie de vous demander qui dans la salle est déjà venu au Puy du Fou. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Vous voyez, on est sur une petite moitié. Pascal Bazillet, une réaction, question sur Puy du Fou? Tu connais? Les territoires ont des gros enjeux aujourd'hui, oui. Voilà ce qu'on peut dire. Et c'est vrai que Puy du Fou est assez moteur pour en tout cas développer la région. Et je crois que dans votre modèle économique, c'est aussi faire travailler les entreprises locales. Hein, c'est l'ADN du Puy du Fou. Et donc ça fait rayonner tout un territoire, aussi bien sur le plan national qu'international. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, au cœur du Puy du Fou, c'est l'enracinement. C'est l'histoire de la Vendée, c'est l'histoire de la France au travers de la Vendée. C'est l'histoire d'un continent aussi au travers de ses racines. Et en effet, aujourd'hui, le Puy du Fou, localement, est évidemment un véritable fleuron. Et ce qui a permis le développement du Puy du Fou, c'est savoir-faire exceptionnel, c'est tous ces partenaires locaux, toutes ces entreprises vendéennes qui avec le Puy du Fou, se sont développées, ont apporté leur savoir-faire. Et c'est une des raisons aussi du succès du Puy du Fou. Anne-Laure Couplet. Je voulais juste te dire ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que pendant des années, on a parlé de la gastronomie française, de la mode française qui s'exportait. On a longtemps envié la NRF à New York. Vivatech, depuis un certain nombre d'années, se fait regarder de l'extérieur vers l'intérieur. Et effectivement, avec des initiatives comme Vivatech ou le Puy du Fou, le Futuroscope, voilà, on rayonne aussi, la France rayonne aussi par d'autres secteurs d'activité et je pense qu'on peut en être fier. Donc il faut avoir de l'ambition. Exactement, il faut oser. Merci. Alors, un autre acteur intéressant qui vient de la mode et qui lui fait des défilés incroyables, c'est le co-gérant du groupe Etam, c'est-à-dire que c'est le patron, en 2 mots, qu'il partage avec quelqu'un d'autre. C'est Laurent Melchior, Etam. Je peux l'applaudir. Laurent, bonsoir. On se connaît un peu, République Retail. Un petit commentaire sur ce que tu as entendu sur cet écosystème de l'événementiel qui est en train de renaître d'une crise quand même pas facile. Et c'est un formidable média pour les marques de mode. Je pense que l'événementiel, en fait, je pense que d'abord l'être humain, il a besoin de se rencontrer. Et on le voit nous dans nos magasins, on l'a vu à chaque fois que les confinements se terminaient, il y avait la queue devant les magasins pour ou que ce soit chez Zara, que ce soit chez nous, que ce soit chez Kiabi, etc. Parce qu'il fallait, il y a des clientes qui, malgré le fait qu'aujourd'hui on est omnicanaux, etc. Les gens ont besoin de se rencontrer, de se croiser. On l'a vu cet été, l'hôtellerie a cartonné, la restauration a cartonné, les parcs d'attractions ont cartonné, parce que je pense qu'on a besoin d'être divertis. Et c'est propre à notre façon d'être. Et le divertissement, il est hyper important. En retail, dans mon métier, humblement, on parle de retailtainment, donc de divertir à travers le retail. Certains y arrivent plus ou moins bien, et je pense que sortie Covid, c'est encore plus important. Donc oui, ces salons, et c'est vrai que Vivatech, c'est absolument un succès absolument exceptionnel. On a eu un stand il y a quelques années, et on y va tous les ans. Le Puy du Fou, c'est un exemple français incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend pas compte qu'en France, on a de tels talents. Donc je pense qu'on est un peuple qui sait s'exprimer au travers de nos spectacles et de l'événementiel. Donc chaque année, des défilés de mode. Et depuis quelque temps, des nouveautés. Les NFT arrivent. Donc, ce défilé, tu peux nous le commenter. Donc, c'est sur l'eau. Ça, c'est un défilé qui a lieu en Corse le 12 mai dernier,
à Murtoli. Donc on a fait défiler une quarantaine de silhouettes, c'est un défilé croisière, comme on dit dans le métier de la mode. Et l'idée, c'est de mettre en avant notre maillot de bain. On est leader en lingerie, on est un peu moins leader en maillot de bain en France et à l'international. Donc on voulait mettre en avant nos maillots. Donc on a invité des influenceuses parce que c'est le modèle actuel. Alors on s'est fait critiquer parce qu'aller en Corse, c'est difficile d'y aller sans avion. Donc évidemment, tous les sujets RSE qui sont au centre et comme on a pris un parti pris qui est d'avoir aujourd'hui plus de 50% de nos collections qui sont éco-conçues, soit développement, donc soit matière recyclée, soit coton organique. Voilà, on s'est fait un peu tacler là-dessus, mais ça fait partie du jeu. Et derrière, il y avait des NFT. Alors comment est-ce que en entreprise qui a toujours essayé de chercher d'être à la pointe, donc on a démarré le e-commerce assez tôt, parce qu'en 2001 on avait notre site de e-commerce, on se demandait si un jour on vendrait du textile en ligne, et donc l'idée c'est de tester, hein, c'est toujours du test and learn. Donc on a créé 40 NFT, 32 qu'on a fait gagner et 8 qu'on a vendus pour 500 €. Alors c'était un relativement petit montant pour des NFT. On a vendu les 8. On a versé les 4 000 € à une œuvre caritative. Et l'idée c'était de détenir en fait le passage du défilé. Donc là vous avez vu 40 mannequins qui défilaient. Et en fait le passage du défilé de la mannequin, ce passage-là en digital en fait, il appartient à ces détenteurs de NFT et ils nous ont rétrocédé les droits. Donc ils sont propriétaires d'une top modèle qui passe avec un certain modèle et puis derrière les produits, il y avait un certain nombre d'avantages avec et ça a plutôt bien marché et on recommence cette fois-ci. Alors Couplet. Bon, d'abord, je voulais saluer Laurent parce qu'il s'est fait tirer les oreilles avant le PSG sur le déplacement en Corse. Eux, ils se déplacent en jet privé. Bon, c'est dommage, je trouve, d'en arriver là. Voilà, je voulais pousser mon petit coup de gueule parce que il était magnifique. Contre qui? Contre les bien-pensants, contre les bien-pensants, oui. Voilà, le défilé était magnifique et c'est dommage de devoir se justifier pour des déplacements en Corse. Mais ça, c'était dit. Sinon, au sujet des NFT, on tente, nous, pour Alors, c'est quoi les NFT? Non, mais on n'est pas tous au même niveau. Je suis pour Bertrand Pouillou. Tu sais ce que c'est, les NFT? Non, voilà. Donc, au moins, pour Bertrand Pouillou et moi, explique-nous. Non-fungible token, c'est un actif digital unique, rendu unique par un système de blockchain qui fait qu'il est identifiant et il est identifié et il est unique. Donc, on peut avoir une photo. Si elle est attachée à son NFT, cette photo elle est unique. C'est comme vous avez une photo signée d'un artiste, il y a l'original et puis après il y a les différentes productions qui sont exactement la même physiquement, mais en fait il n'y en a qu'une seule qui est originale. Et le NFT permet de traquer un actif digital unique et donc il y a beaucoup d'art en NFT qui a cartonné. La crypto c'est de la NFT, voilà, c'est ce qu'on appelle le début du web 3.0. Fabienne Guibert. Merci. Effectivement, on peut poser une question à l'audience, peut-être. Oui. Tout à l'heure, on avait une question sur le Puy du Fou. Moi, j'ai envie de dire, qui a un wallet dans cette audience? Voilà. Ah. Donc, on va dire Bertrand Dubu, il a un wallet. Alors ça, alors. Une petite dizaine de personnes, si j'ai bien compté. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un vrai besoin d'évangélisation du marché sur ces sujets. Oui. Métaverse, Web3, NFT. Un sujet sur lequel, nous, on est typiquement très présents. Mais à la fois pour acculturer les populations internes au sein de l'agence, mais également pour accompagner nos clients, prospects, sur ces sujets. On va regarder un film que l'agence Brainsonic a mis au point, oui. En place. C'est une visite virtuelle de vos bureaux. On va regarder ça à l'image. Alors c'est des choses effectivement qu'on a développées actuellement sur différents univers. Donc là on va voir Fortnite. Donc ça c'est un jeu vidéo. Donc c'est vraiment un jeu vidéo donc dans le métaverse. Donc c'est vraiment nos locaux. C'est-à-dire si vous venez, ça ressemble véritablement à ça. On est dans l'expérience du gaming, à la découverte de mondes virtuels. Et ensuite je pense qu'on va avoir une partie de ce qu'on a pu faire dans Work Adventure qui est autre chose. Donc on va attendre que la vidéo déroule. Donc, c'est les possibilités offertes. En fait, nous, on est aujourd'hui dans l'événement présentiel, hybride, digital. Ouais. Le métaverse, demain, c'est des possibilités multiples de conversation, de socialisation, en tribu, en one-one. Donc, ouais. En fait, c'est vraiment un monde à explorer. Laurent Milker, c'est le Web.3, c'est ça? Comment on passe d'un monde physique à un monde virtuel? Ça fait peur quand on voit ça aussi.
Non, ça fait pas peur, parce que je pense que le web 1.0 il pouvait faire peur, le 2.0 il pouvait faire peur, le 3.0 il peut faire peur. Je pense que la technologie elle évolue, et le réseau social ça a permis de communiquer tous ensemble et d'avoir entre guillemets plein d'amis et de communiquer et de parler à sa communauté. Le web 3.0 il permet de rentrer dans un monde digital où on a des actifs qui commencent à avoir une valeur et une unicité qu'on peut tracer. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Je pense pas que ça va révolutionner de la même manière personnellement que le web 2.0, parce qu'on a besoin de devices pour la métaverse, on a besoin de lunettes 3D, on a besoin alors que le web 2.0 il fonctionne avec son smartphone, et donc je pense que ça va prendre un peu plus de temps à être évangélisé à toute la population. Oui, Arnaud. Ben oui, parce qu'il y a aujourd'hui une vraie segmentation des audiences. Tant quand Facebook est sorti il y a 15 ans, tout le monde pouvait y avoir accès, c'était facile. Enfin, en tous les cas, on s'y est mis. Aujourd'hui, le métaverse, là, quand on fait le sondage dans la salle, on se rend bien compte que l'accessibilité, déjà, elle n'est pas facile. Oui. C'est pas simple. Parce qu'elle est probablement 100% digitale, parce qu'elle vient du gaming, parce qu'elle est à la base très masculine. Voilà. Et je pense que ce qui fonctionne aujourd'hui dans le commerce 2.0, c'est le commerce hybride, du brick and mortar et du click and collect, etc., etc. Et il va se passer la même chose sur le web 3.0. On teste chez Polka pour la Fashion Week un NFT qui sera et digital et physique, ce qui va permettre de toucher peut-être une audience un peu plus senior que nos jeunes gamers. Les jeunes, ils sont sur les NFT, des trucs comme ça. Regardez, Eric Romeden, tu comprends ce qu'ils disent là? Oui, je comprends ce qu'il dit, mais t'es pas convaincu en fait. Non, pas du tout, Pourquoi? parce que moi je crois que ce que je vois, je crois que ce que je touche. Et t'es à l'ancienne. Je me suis mis dedans, mais non, franchement, j'accroche pas. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans le jeu et non pas dans le vrai monde. Voilà. Donc c'est générationnel, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est pas forcément générationnel. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, quand même, les jeunes de 15-20 ans qui vivent dans un monde justement de gaming, sur lequel ils socialisent, puisque les réseaux sociaux sont même sur le gaming et non plus sur Facebook ou ailleurs, demain seront sur le marché, dans 10 ans, dans 15 ans, et ça deviendra certainement leur mode privilégié de communication. Quand Caroline, on avait Facebook, eux, ils ont Discord. Caroline, Publicis a créé un monsieur ou madame métaverse? Alors, on a effectivement un lion qui nous représente, qui a été lancé à Vivatech au mois de juin. Oui. Et c'est vrai que tous nos clients nous demandent ce qu'on peut faire sur le métaverse, s'il faut y aller, s'il faut pas y aller. Les clients exposants, enfin même les clients autres de Publicis au sens large. Après, sur Vivatech, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expériences de métaverse, beaucoup d'expériences de NFT. Vivatech en a mis aussi on pouvait obtenir des métaverses à Vivatech. Donc c'est un lieu où en tout cas tout le monde a pu toucher, si tant est qu'il était intéressé, du doigt ce monde du métaverse. Mais c'est pas pour ça qu'on est convaincu. Non, ce qui est clair aujourd'hui sur le 3.0, ce qui fonctionne, c'est la crypto-monnaie. Oui. Alors après, est-ce que ça s'effondrera demain, etc. On peut débattre, mais c'est la crypto et c'est les collectibles. Donc que ce soit de l'art ou des actifs numériques en série limitée par un gros artiste. Tous les autres sujets qui ont été touchés, que ce soit par des marques comme Balenciaga qui a créé sa communauté beaucoup autour du métaverse, parce que les clients qui s'habillent en Balenciaga sont des gamers, des gars qui ont fait des fortunes en crypto, etc. Et donc ça représente bien leur positionnement. On n'a jamais les chiffres parce qu'il n'y a pas encore un modèle de rentabilité autour de ces opérations, mais c'est un moyen de le tester. Si on revient aujourd'hui, le NFT, c'est comme l'email en 1995. Qui avait un email en 1995 ? Et la plupart se disaient, mais à quoi ça va servir les emails si j'ai personne à qui envoyer un message? Et donc il faut juste être prudent sur les courbes d'accélération de ces technologies. Donc ça veut dire que actuellement, événementiel et métaverse, ça doit fonctionner ensemble? Je pense qu'on s'observe beaucoup en fait en ce moment dans l'événementiel et on apprend en marchant. On a fait un peu de métaverse finalement, les 2 années précédentes, on a tous créé des mondes virtuels avec des avatars, donc c'est quelque chose qu'on a côtoyé. Maintenant, on regarde un petit peu notamment l'univers de la mode qui est vraiment dans le métaverse aujourd'hui et on les suit de près. Très bien. On en reste là pour ce soir. Ce sera un sujet qui va être développé. On essaiera de trouver des images. J'aimerais qu'on applaudisse nos 4 intervenants qui vont rejoindre leur petit plateau. Et puis, figurez-vous que la communication événementielle, on en a vu quelques exemples ici, c'est aussi de la pub événementielle. Avant de vous présenter notre prochain intervenant, regardez ce spot télé.
ça y est, le son est revenu. Donc voilà, le monde merveilleux du lit. On m'a fait rater mon effet, mais c'est pas grave. Donc toi, on a compris que tu seras jamais dans les métaverses. Attends, mon micro fonctionne, c'est bon. Tu seras jamais dans les métaverses. J'ai pas dit jamais, Ouais. pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, moi je viens du jeu vidéo pour tout te dire, il y a plus de 30 ans, et c'était une forme de métaverse avant l'heure peut-être, mais il y a du bon et il y a du moins bon, y compris dans le jeu Alors vidéo. Eric Romeden, je le connais bien, c'est un patron engagé. Il s'est engagé plusieurs fois dans le Paris-Dakar. Tu as embarqué un bateau Vendée Globe. Deux bateaux. J'ai fait deux Vendée Globe. Donc tu fais de la communication événementielle sans le savoir, on peut le dire. Mais en le voulant. Avec tes budgets. En le voulant. C'est 100 points de vente, c'est plus de 100 millions d'euros. Et ils ont fait une pub qui, moi, m'a vraiment surpris. J'aimerais qu'elle parte, s'il vous plaît. Regardez cette pub qui passe sur BFM pratiquement en boucle. Avec du son, ça serait sympa. Ça serait sympa, ouais. Bon, si tu veux, je peux le faire. Je dors. Ça, c'est le teaser de la pub. Ouais. Donc, il y a aussi, vous avez vu le directeur général, Ludovic Voronov, il va te rejoindre sur le plateau. J'aimerais qu'on l'applaudisse aussi. Donc, c'est lui. Alors, faut quand même que tu saches une chose, Marc. C'est que demain matin à 8h, nous sommes sur le plateau pour tourner la suite. D'accord. Donc, est-ce que c'est de l'événementiel ou pas, ça, Renaud Hamed? Un patron qui se met en scène comme ça, et dans la pub, pas tes clients, mais tes salariés, ils aiment ça. Alors, justement, l'événementiel, moi je tenais ce qu'on a dit que c'était pour les clients, mais c'est aussi pour les employés en interne. Il y a deux types d'événementiel. Moi, je fais une grosse différence entre les deux. Des fois, les deux se rejoignent, mais je fais de l'événementiel pour communiquer, c'est une chose, pour inviter, mais aussi de l'événementiel pour qu'en interne, on parle un petit peu autre chose que de ROI et d'EBITDA, quoi. Voilà. Alors, Ludovic Voronov, on te voit à l'image. Ça n'a pas été compliqué pour toi de te mettre en scène faut que vous racontiez comment ça s'est fait. À la base, c'était une blague. Hein. Donc, entre guillemets, on a tourné une vraie pub avec des vrais acteurs. Et bon, je n'étais pas prévenu, je suis arrivé le matin. Je ne savais pas qu'on faisait tourner une pub. Et on a fait une blague en dernière minute. On s'est dit, tiens, on va faire une parodie de la parodie. Et ça va servir à la communication interne. Et au fur et à mesure, en effet, ça a pris dans les équipes et auprès des personnes à qui on l'a montré. Et donc, on a fait une série même si ça sert à la communication interne et externe, on a fait une série d'AB tests en diffusant ça sur BFM. On a vu que ça marchait beaucoup mieux avec nos consommateurs aussi. Ça crée une proximité événementielle aussi avec eux. Alors, Couplet, c'est de la communication événementielle, ça? Bon, d'abord, moi, je suis pas objectif parce que je suis complètement fan. Donc, pourquoi? Eric, c'est notre Alain Afflelou à nous. Oui. Il fait ça de manière plus subtile qu'Afflelou, non? En tout cas, plus drôle. Je peux pas dévoiler ce qui se passera demain parce que je suis soumis au secret professionnel. Bon, on peut le dire, puisque c'est demain. Alors, c'est à toi de le dire. En fait, l'idée, c'était de parodier un petit peu la publicité Dior dans ce film, en remplaçant le « j'adore » par « je dors », simplement. Et puis... c'est vachement subtil. Voilà. Et Sharon Stone par Eric. Bon, et vous avez vu, je suis aussi séducteur qu'une mannequin professionnelle. Ça se voit pas trop à l'écran, mais quand même. Bon, et pour la suite, c'est tout simple, puisque nous sommes de Versailles. Si je vous dis, c'est pas Versailles ici, voilà, ça vous donne un petit peu la suite de ce que l'on va faire. Donc voilà, et c'est toujours avec Ludovic et moi. J'ai une question. Tu as fait appel à une agence pour faire ça? Non, je fais tout en interne parce que si vous voulez, ça fait 30 ans que je vois des agences de pub. Tout le monde me dit qu'ils sont créatifs, mais des créatifs, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Voilà. Tu trouves pas d'agence? Ah bah oui, mais... Allez, j'en ai une à te proposer. Quentin de la Fort-de-Vaux. À la décharge d'Eric. On l'applaudit sur scène. Non, mais attention, on a quand même une agence de pub quand même. Vas-y, Quentin. Non, mais à la décharge d'Eric, c'est une histoire de collaborateurs aussi. Au départ, c'était pour les collaborateurs et finalement, c'est devenu un événement extérieur. Exactement. Alors, je suis aussi à côté de Dan-Antoine Chapira. Quand on a un annonceur qui dit que les agences ne sont pas créatives,
Tu peux pas laisser passer ça, franchement. Non, mais il n'y a pas le monopole au niveau des agences. Et quel plaisir d'avoir une surenchère créative avec un client qui réagit. De toute façon, c'est lui qui prend le risque au final. Nous, c'est notre boulot de proposer des idées. Et il y a des clients qui les acceptent et qui vont plus loin. Donc bravo. Oui. Ils prennent des risques, les agences? Ils n'en prennent pas assez. C'est énormément de risques, oui. Exact. Oui. Alors WMH, pardon, c'est toi qui as trouvé le nom? WMH Project, c'est l'acronyme de We Make It Happen. C'est de rendre justement toutes les idées possibles. D'accord. Alors toi tu dis c'est une agence qui secoue le marché. C'est pas un peu prétentieux ça? Non, je pense que le marché, on le regarde tous depuis des années, on est tous des passionnés et j'ai envie de dire enfin il se passe quelque chose de grand, d'ambitieux, d'audacieux. C'est ce qui m'a fait rejoindre justement l'écriture de l'histoire de ce groupe qui est absolument fabuleux aujourd'hui et qui est un modèle très atypique et même unique. Je le développerai peut-être après selon tes questions. Ok, un mot de commentaire sur notre ami qui dit que les agences sont pas assez créatives, assez disruptives. Attention, j'ai dit que je n'en avais pas rencontré. Oui. C'est pas pareil. Tout le monde peut être créatif. Et certainement que celles qui sont créatives ne sont pas à la portée de mon budget aussi. D'accord. La créativité n'est pas forcément une histoire de budget. Ouais. Laurent Melchior, sur je pense qu'il faut en parler. Des pubs comme ça où les dirigeants se mettent en scène, est-ce que c'est une piste événementielle parce que ça personnifie, donc on va dire il est un peu mégalo, non? Non, alors je pense qu'il faut le faire sur le ton de l'humour. Ouais. Je pense que l'époque à Flelou, elle était exceptionnelle, mais elle est révolue, enfin à mon sens en tout cas. Ouais. Et là, c'est fait sur le ton de l'humour et du second degré, et donc du coup, ça passe et ça enlève ce côté prétentieux. Après, c'est des logiques aussi familiales. On n'a pas envie forcément de se mettre en avant à titre personnel dans une publicité, mais en tout cas, à partir du moment où c'est, en fait, on parlait de sérendipité tout à l'heure, et c'est exactement ça. En fait, c'est un accident sur un tournage qui fait que la pub est née, et c'est souvent dans ces accidents qu'il y a les meilleures idées, le plus de créativité. Ouais. Thierry Le Guénic, j'ai vu les pubs Habitat, c'est un peu sage, non? Ça manque pas un peu d'audace? Je vais pas passer le micro. Non? Si, ça fonctionne, vas-y. Si, mais tout est à refaire, c'est normal. Hein. Moi, j'ai racheté Habitat il y a 1 an et demi, donc tout est à faire. Mais je suis très admiratif de ce que tu fais sur la pub. J'aurais aimé faire ça, mais dans la lingerie, pour moi, c'est assez difficile. Je dois dire. En fait, il y a un côté assez sexy, donc je vois bien en lingerie. Vous allez bientôt voir Thierry en lingerie, en train de manger du Riem-Baker sur un canapé Habitat. D'accord. Oui. Ça, c'est pas mal. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas de savoir si c'est de la pub ou de l'événement, peu importe. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans votre histoire, c'est comment, en fait, d'un média qui servait à engager l'interne, finalement, vous êtes dit, il est tellement fort pour engager l'interne qu'on va pouvoir engager nos consommateurs derrière aussi. Qui montre qu'en fait, il n'y a plus de frontières entre les publics, que ce qui marche pour l'interne va marcher pour l'externe aussi. En fait, nous, ce sont les consommateurs qui nous ont demandé notre pub. On l'a passé 1 ou 2 fois pour rigoler, et on a eu tellement un tollé de consommateurs qui nous a dit ouais, faut faire ça. C'est vous qu'on veut, c'est rigolo, vous vous mettez en danger, vous vous mettez sur scène, vous vous prenez pas au sérieux parce qu'on se prend pas au sérieux. C'est pas marqué Eric Romden, c'est marqué juste président. C'est pas. C'est déjà pas mal, président. Oui, mais sinon on sait pas que c'est nous non plus. Et à ce moment-là, on n'est plus en danger. Thierry Reboul. Ça réconcilie un peu les Français avec les patrons, parce qu'on les voit toujours comme des exploiteurs, et quand on le voit en caleçon, on se dit, il a un cœur comme un autre. Je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur, et je pense qu'effectivement, il n'avait absolument aucune chance de voir une agence lui sortir ça, surtout pour pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc, il a raison, il faut qu'il continue, et je pense qu'il faut effectivement que les agences s'en inspirent un peu. De cette capacité à prendre 2-3 risques, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut prendre 2-3 risques, et a priori c'est ce que vous avez fait. Les PME ETI, c'est pas un peu les oubliés, un peu de la communication événementielle, parce que beaucoup de gens disent c'est l'apanage des grands groupes. Si, clairement, oui. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que il a raison de faire lui-même, parce que je suis pas sûr qu'il aurait été tout à fait aidé à l'extérieur. T'es d'accord avec ça? Pas forcément, non, parce que, et ça répond un petit peu au modèle d'agence aujourd'hui un peu différenciant, c'est qu'il n'y a pas de budget moyen, en tout cas chez WMH Project, on accompagne nos clients à l'année sur des petits, moyens, grands projets, et c'est important en fait. Et en fonction d'un budget, quel qu'il soit, justement la créativité doit répondre effectivement à cette enveloppe-là. C'est mon Dan Antoine. Non mais quand on n'a pas de budget, il faut disrupter, il faut trouver un biais différent. C'est pas en achat média qu'on va faire la différence, c'est par l'idée, c'est par la différence. Donc là, c'est un bel exemple. Alors, non, si je me permets. Oui, il y a souvent les agences se plaignent, on dit notre créativité est bridée
à cause des vilains acheteurs. Ça jette un froid. Ça tombe bien, j'en ai un sous la main. Bertrand Pouillou, qui est le patron des achats d'Enedis. Combien d'acheteurs chez Enedis? Non mais attendez, avant tout, il faut que vous sachiez qu'il m'a quand même bien piégé ce soir. Hein, c'est parce qu'il y aura plein d'acheteurs, on confrontera deux métiers. Voilà, en fait, je suis tout seul. Ouais, parce que tant qu'à faire, je préfère y aller doucement. Et au demeurant, je suis pas déçu, parce que je passe une bonne soirée. Ouais, tu t'emmerdes pas? Non, mais au-delà d'être acheteur, s'il y a un métier que j'aurais aimé faire, c'est de l'événementiel. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je suis passionné, parce que je m'engage, je m'investis, et quand je fais les trucs, je les fais à fond. Ouais. Et d'ailleurs, je suis pas un bon acheteur d'événementiel. Pour mes événements. Ouais. Parce qu'en fait, je veux tout faire. Donc quand l'agence se pointe, en gros, elle n'a pas beaucoup de créativité parce que je lui fais tout son programme. Bon, mais oui. c'est pour mes événements. T'es un peu directif quand même. Voilà, après, je dirais des boîtes comme Enedis, le groupe EDF, évidemment qu'on achète de la publicité, qu'on achète de la com, qu'on achète de l'événementiel. Est-ce que vous achetez la création? Est-ce que c'est pas... tu vois, est-ce que c'est pas du volume? Est-ce que les acheteurs ont cette finesse d'acheter au juste prix les prestations intellectuelles? La finesse, je te coupe, on l'a, ça je te rassure. Ouais. Mais on fait plutôt du référencement. Enfin, vous connaissez le process achat. Ouais. On va plutôt faire du référencement d'agence. Au moment où on achète, on ne sait même pas ce qu'on vous fera faire. Ouais. Donc en fait, on va acheter sur du référencement. Et c'est après, quand vous allez avoir l'action qui va se faire, que en fonction. Moi, je parle souvent du métier. Ouais. En fait, après, vous allez avoir un opérateur métier avec lequel vous allez faire ou votre pub ou votre événement. Et c'est le fit que vous allez avoir avec cette personne qui fera que l'action, elle se passera bien ou elle se passera pas bien. Mais avant tout, il faut être référencé. C'est le référencement. Et après, moi, je le dis encore, sur l'objet, sur le projet, ça va être l'agence qui va savoir comprendre ce que veut alors son client, mais c'est même plus un client, hein, parce que c'est son donneur d'ordre. Et là, je dirais, c'est à chacun de trouver le bon niveau. Il n'y a pas de problème de prix après, parce que quand vous êtes référencé, vous êtes référencé. C'est plus un problème de prix. C'est plus un problème de trouver le bon produit qui va faire l'affaire. Il veut pas le micro, mais quand il l'a, il lâche pas. Quentin? Non, on est référencé justement chez Enedis sur le marché stand, donc effectivement j'ai pitché ce matin d'ailleurs. Mais du coup, il y a des référencements qui permettent après de pitcher, donc de bien comprendre la marque pour être au plus juste derrière sur les projets. Et après, c'est la relation client, la relation humaine qui rentre en jeu. Christian Prudhomme, quand tu négocies avec un grand groupe qui va être sponsor et que tu vois arriver les achats, ça se passe bien ou ils comprennent ce qu'ils achètent? Ça ne me concerne pas directement parce qu'en fait, je m'en doute. On a un directeur commercial et partenariat, bien évidemment. Ce qui me frappe plutôt dans tout ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ce qui doit toujours rester, c'est le lien avec les gens. Oui. On évoquait tout à l'heure sur le digital, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont venir à côté, qui ne seront qu'à côté. Ça n'a pas forcément de lien direct avec ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'il y a 15 ans, Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, m'a demandé de m'occuper du parcours de Paris-Nice. Tous les gens à qui j'ai envoyé des mails une fois, 2 fois, 10 fois, tous les gens à qui j'ai téléphoné une fois, 10 fois, 10 mois, ont tous dit non. Et tous ceux que je suis allé voir m'ont tous dit oui. Et ça, c'est la leçon aussi de la pandémie. C'est-à-dire qu'il faut continuer à voir les gens. Ce qu'on fait en visio, c'est simplement de l'info qu'on peut transmettre. Il n'y aura jamais de création, il n'y aura jamais de lien. Et le lien, il est plus que jamais indispensable, en effet, parce qu'il y a de plus en plus de gens, et on l'a ressenti, nous, tout au long de l'année 2022, qui ont envie de sortir, qui ont envie de serrer la main, qui ont envie de revoir les gens. Et ça, c'est vraiment ce que nous sommes, nous, tout simplement, êtres humains. Et le Tour de France est en plein là-dedans. Et ça, c'est de l'événementiel. Ça, c'est l'événementiel. Ça, c'est de l'événementiel parce que l'événementiel, c'est fait pour fédérer autour de soi, que ce soit des clients ou en interne. L'événementiel, c'est du présentiel. Ouais. Pour moi, l'événementiel n'est pas virtuel. Donc cette crise, elle a fait du bien, finalement, au monde de l'événementiel. Renaud, ça nous a... Il n'y a pas un petit micro, là, par ici? Dan-Antoine, tu as un micro? Ah, et là. Est-ce que finalement, le paradoxe, c'est que cette crise a permis, je dirais, à beaucoup de Français de se rendre compte, et beaucoup de jeunes notamment, que la réunion, le lien, était ce qui avait de plus important aujourd'hui? Honnêtement, c'est le seul enseignement positif de la crise. Avant la crise, il y avait à peu près 30% des gens qui disaient « est-ce qu'on va être disrupté ?» Post-crise, à 98%, ils disent « recommencer à nous rencontrer ». Ensuite, il faut des outils digitaux, ça fait partie. Pour entre deux bornes, il faut occuper sa communauté, il faut lui parler. Mais on a besoin de se voir. Bon, globalement, on ne vend pas, enfin honnêtement, d'ailleurs, toutes les PME et les TPE, on en parlait, ou les ETI,
va faire de la prospection commerciale sur Teams. Je vais te dire, tu vas pas vendre grand-chose. Hein. Maintenir en relation client, pas de problème. Faire de la prospection, tu vas pas faire beaucoup de pognon. Hein. Arnaud Vitry. Mais en fait, même pour aller plus loin, le Covid, ça a non seulement évidemment développé toutes les solutions digitales pour pouvoir faire quand on peut pas se voir, mais ça a aussi transformé en fait les attentes pour le présentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez plus être 2 heures assis à écouter quelqu'un parler, et ça vous. C'est ce qu'on est en train de faire là. Eh oui, mais on interagit un petit peu. Mais cela dit, ça durera pas 2 heures. Hein, vous êtes juste à la limite parce que tout ce qu'on voit, on pourrait très bien le voir sur son iPad dans le TGV. Pourquoi c'est pas possible. Moi, je peux. Voilà. Si on vient, c'est pas pour voir Marc, c'est pour derrière, c'est le cocktail, c'est revoir les copains, c'est tout ça. Et c'est interactif quand même, non? J'aimerais qu'on applaudisse la compagnie Yuli et puis WMH. Merci. On va terminer cette soirée avec 2 grands événements qui nous passionnent. On va essayer de regarder un peu dans le détail avec le soutien de mes chroniqueurs comment ça se passe, le Tour de France, comment ça se passe les Jeux Olympiques 2024 avec tout ce qui est prévu. Sur scène, Christian Prudhomme et Thierry Reboul, on les applaudit. Allez, alors ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, ils ont un peu les mêmes problématiques. Christian Prudhomme, chaque année, il mobilise les routes de France, il bloque les cols, il bloque les villes. Dès que le Tour de France arrive, c'est une fiesta incroyable. Et les Jeux Olympiques, ça va être un peu comme ça. Tu vas bloquer la Seine, tu vas bloquer les rues, non? C'est probable. Ça va se voir un peu, je pense. Donc c'est quand même un métier stressant ce que vous faites. Réunir des millions de gens dans la rue, au-delà de l'effet, de l'événementiel, etc. Comment vous gérez ça au quotidien? Est-ce que c'est un stress pour vous? Non, mais juste parce que lui, il le vit tous les ans. Ouais. Les Jeux, on va les faire une fois dans le siècle. Donc je ne sais pas si le stress est moindre ou supérieur. Je pense que le fait de le vivre tous les ans, c'est pas une partie de plaisir non plus. Donc toi, tu as moins de stress que lui, c'est ce que tu es en train de dire? Moi, je pense qu'en juillet 2024, il en aura pas mal. Ouais. Je pense que ça monte. Et en plus, le Tour de France va être déplacé? Ça ne sera pas au même moment? Non. Le Tour de France, tous les 4 ans, est en fait avancé d'1 semaine. Ça ne changera rien. Il a été déplacé en 2020 à cause de la pandémie, de 2 mois, ce qu'on imaginait impossible à faire. Quand on nous a dit et est-ce que le Tour de France peut être à une autre date, on a répondu non. Puis quand vous êtes au pied du mur, il y a un moment où il faut bien faire. Et on a réussi à le faire. Mais bien sûr que le stress existe sur les routes du Tour de France. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, mais c'est d'abord 3500 km de sourire des gens au bord de la route. Oui. Et si un accident se produit, c'est la négation de tout ce que nous faisons. La négation de tout ce que nous faisons au-delà de l'événement. Et l'accident, il peut arriver absolument n'importe quand. Alors le Tour de France, cette année, était un succès phénoménal. C'est lié à quoi? Aux 2 champions qui ont été fair-play, qui se sont tirés la bourre, Ce qui me fascine, alors, le Tour est beaucoup moins dépendant des résultats des Français qu'une grande compétition comme Roland-Garros, par exemple. Le Tour, de toute façon, c'est toujours un carton d'audience. Mais plus encore cette année. En vérité, ce qui est fascinant, c'est de voir que quand les gens ont des noms imprononçables pour des Français, Pogacar, le Slovène, Van Aert, Wout Van Aert, Van Aert, etc., le Belge, Jonas Vingegaard, le Danois, donc on ne peut pas prononcer leur nom. Malgré ça, oui, en effet, il y a eu un succès phénoménal. On a peu évoqué ce vieux moyen de communication qui s'appelle la télévision, et qui pour moi, en termes de captation, a juste un avenir phénoménal. Que vous regardiez dans votre meuble, sur votre télé chez vous, sur le téléphone, sur la tablette, en fait, les grands événements sont encore plus forts aujourd'hui, en direct. L'étape de l'Alpe d'Huez de cette année, le 14 juillet, elle fait 8,4 millions à 17h30, en pic, à 17h30, pas 21h30. 8 millions de téléspectateurs. 8 millions de téléspectateurs devant la télé pour voir l'arrivée du Tour de France à l'Alpe d'Huez à 17h30, pas à 21h30. Donc c'est tout simplement monstrueux, et ça veut dire que les gens ont besoin de se retrouver à un moment ou à un autre. Dans le monde du sport aujourd'hui, il n'y a plus qu'un sport. Il n'y a qu'une seule discipline, c'est le foot. À côté de ça, vous avez d'autres très grands événements, Roland-Garros, les 24 heures du Mans, et évidemment le Tour de France, retransmis dans 190 pays dans le monde. Les cartons d'audience du Tour sur France Télé, c'est triplé la part de marché de France 2, c'est 41,3 précisément. 41,3 de part de marché. France Télévisions, France 2 qui triple sa part de marché pendant un mois. C'est un mois où le seul mois de l'année où France 2 va aller taquiner TF1.
Mais c'est rien par rapport à aux retransmissions au Danemark, d'où nous sommes partis cette année, ce qui surprend toujours les gens. On dit « Ah, vous partez de l'étranger maintenant ». Oui, ça a juste commencé en 1907, c'est pas grave. Hein. En fait, on n'a aucune mémoire, on ne fait pas très attention à ce qu'on raconte. Ce qui est plutôt inquiétant, d'ailleurs, dans les domaines que l'on ne connaît pas, parce que quand on se compte des bourses qui sont dites dans les domaines que l'on connaît, on prend peur. Voilà. Donc le tour, c'est magnifique. Toujours passionné? Mais évidemment. C'était quoi ça? J'avais dit 10 ans? 13 ans? Oh, mon bon monsieur, ça fait encore plus, mais je 15 ans? Oui. Alors, je ce qui est voudrais pas vous dire incroyable, mon âge. il a un record de longévité dingue. Non, parce qu'avant lui, les présidents du Tour, ils veulent non, que nenni. Vous m'avez dit, tu m'as dit ça au téléphone l'autre jour, je me suis bien gardé de te dire le contraire. Non, parce que le record, c'est 50 ans, donc il ne me reste que 35 ans à faire. Je finirai en déambulateur. J'aimerais qu'on l'applaudisse d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va switcher sur les JO, on reviendra après sur les sponsors. Donc Thierry Reboul, il vend son agence et il part avec Tony Estanguet et il va s'occuper de tous les événements en dehors des événements sportifs qu'il va y avoir autour des Jeux Olympiques. Alors on a sélectionné plein d'images, j'aimerais que tu nous les commentes parce que c'est un truc de fou. Alors tout va se passer sur la scène. Oui, on va être effectivement, puisque là on parle de la cérémonie d'ouverture, on parlait d'audience il y a 5 minutes, mais moi j'ai vendu mon agence j'ai pris la décision en 10 minutes, parce que quand on fait de l'événement et qu'on vous propose le plus grand événement de la planète, on y va quoi. On ne sait pas où on va, mais on y va. T'as bien négocié ton contrat quand même? Non. Je crois que c'est du bénévolat. Voilà, presque. Mais franchement, le truc vous attire, quoi. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux, juste un chiffre, parce que quand on me l'a dit, il n'y a que des chiffres de fou dans les Jeux Olympiques, mais on parlait de la télévision, et Dieu sait que je suis d'accord sur ce que ça a à faire. La cérémonie d'ouverture des Jeux, c'est 1,5 milliard de téléspectateurs. Donc là, c'est un moment... battu, là. Non, mais là, on parle mondialement, bien évidemment, 8 et quelques en France, c'est un énorme chiffre. 1,5 milliard de gens, on n'arrive même plus à se rendre compte de ce que ça fait en fait. Ça veut juste dire que si on fait une boulette, normalement, ça passe pas inaperçu. Donc, et pour autant, on se dit que c'est pas une raison pour rester dans un stade. Donc, on va être effectivement les premiers. Donc toi, tu as dit, et ça c'est historique, hein. La cérémonie d'ouverture, on l'a fait pas au Stade de France, on l'a fait dans la ville. Ça n'avait jamais été fait. Non, plusieurs éditions des Jeux avaient essayé. Et c'était pas pris assez tôt ou c'était peut-être trop tôt. Mais effectivement, nous, on a réussi à avoir gain de cause là-dessus. On a dû convaincre beaucoup de gens. Mais on sera les premiers, c'est totalement officiel maintenant, à faire la cérémonie d'ouverture pour la première fois hors d'un stade. Alors, on voit plein d'images. C'est combien de personnes attendues? 600 000. 600 000. Vous bloquez? On bloque un peu. Je pensais pas le soir pour aller faire des courses vers 10h si vous avez oublié un truc. D'accord. Mais oui, on va essayer surtout de faire de cet événement un souvenir pour tous, pour très longtemps. Ouais. D'accord. Le CIO, qu'est-ce qu'il dit? Il était d'accord là-dessus de sortir du stade? Le CIO, il nous a tout de suite soutenus. Je pense qu'il attendait quelque chose comme ça. Il attendait quelque chose comme ça pour passer un peu à la génération suivante. Faire des événements dans la ville, c'est un peu l'évolution du sport. Alors ça fait marrer le Tour de France parce qu'ils en font depuis toujours. Mais dans le sport, dans ce type de sport, faire les choses dans la ville, ça va être fou quoi. Et on aura X stades en plus, nous dans la ville de Paris. On va essayer de pousser ça le plus possible. Anne-Laure Couplet. Bon, d'abord, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que on n'est pas tous fans forcément de sport et le fait de le sortir du stade, ça permet d'avoir une vision de Paris qui est assez dingue. Donc je trouve ça vraiment sympa de pouvoir ouvrir un peu les chakras de tout le monde. Ça, c'est le premier truc. Et puis, quel courage. Je salue le courage de faire ça, de sortir et puis de faire un événement pareil à la fois pour les Parisiens. Et la deuxième chose, c'est que vous parliez du Tour de France et de la retransmission du Tour de France. C'est aussi un événement chez les gens. L'événementiel, c'est pas que dehors. Ça peut être aussi, on réunit des amis, on se fait un dîner, on regarde le Tour de France, ou on regarde les Jeux, ou on regarde la cérémonie d'ouverture. Et l'événementiel, c'est pas que sur le lieu, ça peut être aussi chez soi. Christian Prudhomme. Je suis convaincu que dans l'événementiel, dans les choses qui marquent vraiment, il y a toujours un grain de folie, voire beaucoup plus qu'un grain de folie. Mais il ne peut pas y avoir de grands succès et de souvenirs et d'émotions s'il n'y a pas ce grain de folie-là. Donc c'est absolument dingue ce qui va être fait. Je ne dis pas ce qu'ils veulent faire, je dis ce qui va être fait.
c'est dingue. C'est la mise en valeur d'un pays, d'une ville qui est magnifique, Paris, d'une ville voilà, qu'on critique, etc. Dans notre pays, on critique tout en permanence. Là, c'est l'occasion d'être fier. J'ai pas vu arriver les gilets jaunes sur les routes du Tour, mais ce que j'ai vu depuis 5 ou 6 ans, c'est des gens de plus en plus fiers d'accueillir le Tour. Pourquoi ? Parce que le Tour va chez les gens, et là où il n'y a plus d'écoles, là où il n'y a plus de distributeurs de billets, là où il n'y a plus de stations-service, il y a encore le Tour qui passe. Et les gens dans leur village, dans leur région, quand ils voient ça, ils s'en souviennent toute leur vie parce qu'ils relèvent la tête. La fameuse formule autrefois, baisse la tête, tu auras là un coureur. Relève la tête, relève la tête. Et là, c'est pour tout un pays. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la dimension artistique, quelle qu'elle soit, c'est redonner de la fierté à un magnifique pays, notre pays, la France. Et alors donc, chapeau, allez-y à fond. Faudra faire le match avec les autorités, avec le préfet, ça c'est sûr. Mais bon courage. Et je suis sûr qu'à un moment, comme ils sont avec nous sur le Tour de France, ils sont forcément derrière les Jeux parce que c'est tout le pays qui doit être derrière les Jeux. Bon, d'abord, merci. Pour le préfet, il vous aura pas échappé qu'il a changé, ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, les choses se sont clairement apaisées. Et moi, je veux juste revenir sur ce qui vient d'être dit parce que le seul truc moi qui me fait lever tous les jours, et je sais qu'on est aujourd'hui 800 dans le même cas au COJO et on sera 4000 à se dire la même chose, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est un gigantesque moment de fierté. On bosse que pour ça, et pour que pour une fois, effectivement, on soit tous, vraiment tous fiers de ce pays. Et je pense qu'il y a le potentiel quand on voit les images, on a vu la réaction des gens, quand on a sorti un peu pour aider les gens à se projeter sur ce qui va se passer. L'ambition est folle en tout cas. Oui, l'ambition est folle, je rebondis là-dessus. Le Tour de France a été créé en 1903, on fêtera ses 120 ans avec le départ de Bilbao le 1er juillet, exactement 120 ans jour pour jour, mais il est parti d'un énorme mensonge en 1910. L'invention, si je puis dire, des Pyrénées. C'est-à-dire que... l'invention des Pyrénées. Oui, l'invention des Pyrénées. C'est-à-dire que la montagne qui arrive sur le Tour de France, c'est 1910, avec les coureurs qui passent les cols pyrénéens et qui entrent dans ce qu'on appelait à l'époque le cercle de la mort. Ils avaient peur d'être dévorés par les ours. Et en fait, donc, les Pyrénées sont inscrites au parcours du Tour de France parce que le gars qui est allé voir a menti. C'est-à-dire qu'il est pris dans une tempête de neige, il est perdu dans la nuit, il pense mourir, et puis il télégraphie au journal, tout s'est bien passé, route prête pour le Tour de France. C'était complètement faux, et c'est le début d'une aventure merveilleuse. Sans l'invention de la montagne, le Tour de France ne serait pas ce qu'il est, il serait sans doute plus là aujourd'hui. Alors Thierry, c'est aussi tous les deux, vous faites vivre tout un écosystème. On va regarder les partenaires là, des JO et puis du Tour de France si on les a. C'est qu'il y a des sponsors, des grandes marques, ça c'est des partenaires mondiaux des JO, donc ça veut dire qu'ils vont aussi créer leurs événements à Paris. Ah oui, il va se passer... ça va être un truc pour de le fou. coup, si une agence rate un truc, c'est que franchement, il faut qu'elle change de métier, parce que tous les partenaires vont créer des choses partout. Il y aura les maisons des CNO, il y aura les événements des partenaires, et forcément de 2-3 non-partenaires qui vont essayer, mais il va se passer beaucoup de choses, et c'est impossible de pas travailler cet été-là, ça c'est sûr. D'accord. Tour de France, pareil, LCL, c'est une marque historique, emblématique. Oui, bien sûr. Alors, le Lyonnais est partenaire du Tour de France depuis 1981, partenaire du maillot jaune depuis 1987. La plupart de nos partenaires sont des partenaires qui restent longtemps. Skoda, c'est depuis 2004. Alors, on a d'autres partenaires, bien évidemment, mais les partenaires majeurs, ceux des 4 maillots et de la victoire d'étape. Le plus récent, c'est Continental, depuis 2018, mais nous sommes en contrat jusqu'en 2027. D'accord. Voilà. Et puis des contrats plus longs encore à la télévision. Je reviens à cette vieille chose qu'est la télé. Jusqu'en 2030, notamment sur SBS en Australie, puisqu'on voit le Tour de France partout. Quand je vais en Australie, on me dit « Ah oui, vous êtes celui qui nous fait les yeux rouges, parce qu'il faut regarder la nuit. » Alors, c'est ça. Dans cette salle et demain sur YouTube, parce qu'on va diffuser l'émission sur YouTube, donc il y a plein de gens qui vont, je l'espère, vont regarder ce qu'on s'est dit ce soir. Quels conseils vous donnez aux agences d'événements, aux agences de communication, aux prestataires, aux traiteurs, etc., pour faire partie de la fête, que ce soit Tour de France ou que ce soit aux Jeux Olympiques? Il y a une procédure, il y a des process de référencement qui ne font pas rêver, comme le disait Bertrand Pouilloux tout à l'heure. Ah ben ça c'est sûr, on est soumis à ce qu'on appelle la commande publique. Ouais. Nous, pour ce qui nous concerne, et je sais que c'est pas évident tous les jours, mais si on s'accroche un peu, il n'y a aucune raison de ne pas en faire partie, soit directement, soit indirectement, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a 2 années incroyables devant nous et pour tout le monde. Michel Rivet, il est où? Un petit micro pour lui, s'il vous plaît. On pouvait... Voilà, vous jouez avec les micros. Michel, donc toi tu es le patron de petite agence qui
s'appelle MoMA Event. D'accord. Tu as un commentaire à faire? Tu as envie de faire partie de la fête, je suppose? On a tous envie de faire partie de la fête. Ouais. On est jaloux en fait. Ouais. Mais on T'es espère... jaloux? On est jaloux parce que d'abord, il y a beaucoup, je crois, de gens qui bossaient dans les agences qui bossent maintenant au COJO. Et du coup, Thierry en est un exemple. Et puis, non mais jaloux, je le dis positivement, c'est vrai que c'est un événement majeur et que quand on fait ce métier, il l'a dit tout à l'heure, s'il y a un événement qu'on rêve de faire ou de toucher de près, c'est celui-là. Laurent Melchior, Etam sur les Jeux Olympiques ou sur le Tour de France, c'est quelque chose de possible ou en parlant marketing, c'est pas du tout le bon positionnement? Alors on fait déjà nos événements avec notre défilé. Alors il n'est pas vu autant de fois que évidemment les Jeux Olympiques, etc. On réfléchit autour de l'équipe de France, de certaines disciplines, voir comment est-ce qu'on pourrait sponsoriser les filles, les équiper en lingerie, en pyjama, recycler les textiles utilisés lors des JO. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont en réflexion. Moi, la question que je me pose, quand on voit le nombre de marques partenaires d'un événement comme les Jeux Olympiques, comment on fait pour émerger? Parce que finalement, il y a les partenaires Gold, etc. Il y a beaucoup de partenaires et donc c'est difficile derrière de sortir du lot. Je crois que les marques, en tout cas il y a un certain nombre d'entre elles, savent depuis longtemps que quand on devient partenaire d'un événement sportif, c'est ce qu'on en fait qui est le plus important. Oui, ok, on va avoir X logos sur le bord des routes ou sur le bord des stades et encore même pas sur des Jeux Olympiques puisqu'ils sont clean de toute publicité dans les stades. Donc ils le savent extrêmement bien. Vous savez, on dit que quand on met un, il faut mettre deux derrière pour l'utiliser, le faire savoir. L'interne est aussi une motivation très importante d'un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment ce que vous en faites qui compte. C'est clair que vous n'avez pas fait tout le boulot quand vous avez signé. C'est le début du chemin. Alors on aura sans doute Alexandre Bompard ou son nouveau porte-parole qui vient d'être nommé. On sent que c'est très politique, la prise de parole sur les JO pour Carrefour. Donc on les a invités, ils devaient presque être là ce soir, ils seront sans doute là le mois prochain, le 12 octobre. C'est compliqué pour une grande marque comme Carrefour ou plus tard on a vu EDF qui était là. C'est compliqué pour eux de dire on va mettre 10 millions ou plus dans un événement sportif et à l'ère des syndics, voire plus. C'est touchy quand même. C'est forcément une réflexion. On envisage de 10 partenaires d'un événement, encore une fois, absolument mondial, sur lequel les tickets d'entrée ne sont pas ceux de les trois quarts des événements. Donc oui, il y a forcément une part de réflexion, mais quand on regarde le nombre de gens qui viennent, qui a priori sont pas tous nés de la dernière pluie, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un attrait incroyable. Et puis pour un groupe français, ne pas rater ce rendez-vous-là, je pense que c'est un vrai sujet. Christian Prudhomme, vous parlez de ROI avec vos sponsors Cochonou, par exemple. Ils font du blé avec Tour de France? J'ai un vrai regret, c'est de ne pas être venu avec le Bob. Le Bob des 50 ans en plus, donc, des 50 ans de Cochonou. Donc ça rapporte. Cochonou, c'est un partenaire historique de la caravane notamment, puisque là, les liens avec les gens, le Tour de France, c'est 10 à 12 millions de personnes à bord des routes, et les gens, on les contacte directement avec une semaine supplémentaire désormais, puisque, comme vous le savez, nous avons relancé le Tour de France Femmes, qui a été aussi un gros succès dans la foulée du Tour. C'est pas une question de parité là-dessus, si des courses féminines existent, sauf que personne n'en parlait avant. Il y a eu un Tour de France féminin en 1955, il y en a eu dans les années 80 avec la fameuse Gianni Longo. Mais à chaque fois, ça périclitait, ça s'arrêtait tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équilibre économique. Aujourd'hui, puisque ça s'appelle officiellement Tour de France Femmes avec Zwift, c'est qu'à côté des partenaires traditionnels du Tour, LCL, Leclerc, Skoda, il y a de nouveaux investisseurs anglo-saxons qui croient, mordicus, et ils ont raison, que le cyclisme au féminin, c'est bien. Alors je ne sais pas s'il faudra un festival de lingerie hommes et femmes dans quelques années, mais en tout cas, on est absolument ravis de la relance et ça a été un très très beau succès. Et puis c'est la première fois de ma vie où j'ai entendu sur ligne d'arrivée quelqu'un rire à gorge déployée, une concurrente, une championne, qui a pris un fou rire à l'arrivée d'étape à Épernay, et c'était avant de boire le champagne, que j'ai bu pour elle naturellement. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Elle dit, nous les nanas, c'est comme ça, c'est qu'il y a une fraîcheur qui émanait, le sentiment que c'était pas simplement faire des étapes, c'est que c'était un pas en avant énorme dans le sport au féminin, et c'était super. Thierry Le Guénic. Pour rebondir, je pense qu'au-delà de l'aspect officiel de l'organisation, nous, en tant que prestataires ou d'autres, il y a énormément de choses à faire autour de ces événements, puisqu'il y a toute l'interentreprise, les gens vont effectivement organiser des événements dans leur entreprise pour voir un certain nombre d'événements. On va bien se roder avec la Coupe du Monde de rugby. Il y a donc beaucoup de choses par rapport à d'autres je regardais d'autres collègues qui ont
des entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ces événements, même si le ticket d'entrée, parce que je crois qu'on vous avait appelé Thierry un jour, le ticket d'entrée pas moi, hein. était tellement élevé qu'on s'est dit bon, c'est pas pour nous. Oui, c'est un événement important, c'est clair. Bon, on est sur le tour, un rapport qualité-prix inégalable. Très bien, c'est le moment de conclure cette. Vous pouvez même prendre les deux, on va vous faire un. Non ouais. On va conclure avec quelqu'un que tout le monde connaît ici, mais il n'est pas là. Il est en visio. C'est quelqu'un que moi j'ai vu démarrer il y a quelques années. C'est notre ami Richard Attias. Il est là, Richard Attias? Bonsoir Marc. Ça va Richard? Alors Richard Attias, je l'ai connu il y a quelques années quand on lançait l'événementiel d'ailleurs. Et il avait monté son agence Neftali. Et depuis quelques années, tu as disparu. Alors je ne parlerai pas de ta vie privée ce soir. Ça n'intéresse personne ici. Toi, ce qui t'intéresse, c'est les grands événements internationaux. On a le Tour de France, les Jeux Olympiques 2024, événements grand public. Toi, c'est plutôt des événements B2C. On sent que la France, Cocorico, elle a une carte à jouer. Les planètes sont alignées. J'aimerais que tu nous fasses part de ta vision et de ton expérience internationale, justement. Merci Marc, ravi de te retrouver et de voir que tu es en grande forme. Effectivement, je suis actuellement, et pardon si la connexion est mauvaise, je suis en Arabie Saoudite, donc c'est pas très facile. Et nous sommes à la veille d'une très grosse conférence internationale sur l'intelligence artificielle. Et je mentionne ça parce qu'il y a énormément de Français qui sont là. La France a beaucoup de cartes à jouer parce que la France reste un pays qui doit regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, en ce sens où, que ce soit sur la technologie, que ce soit sur le luxe, que ce soit sur tout ce qui est, je dirais, la jeunesse, et c'est très important, que ce soit dans énormément de secteurs, la défense, les télécoms, l'agriculture et j'en passe, le développement durable avec One Planet Summit, la France a énormément de moyens d'exister, de parler, de se montrer, et bien sûr le sport. Donc oui, ce que je regrette, pour être franc, c'est que là où nous allions, dans le monde entier, pour faire un certain nombre de conférences, les Français sont les plus difficiles à convaincre pour participer. Et c'est pas nouveau, ça ne date pas d'hier. À cette conférence, les Américains vont peser 42%, alors que les Français vont peser 10% par rapport au reste du monde. Et je crois que c'est important d'avoir envie de sortir de l'Hexagone, parce que beaucoup de gens ont envie de travailler avec le français. Et d'ailleurs, toutes mes équipes actuelles sont encore françaises. Et l'événementiel français s'exporte merveilleusement bien en matière de savoir-faire, comme tu le sais, depuis toujours et depuis longtemps. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire à l'international et il y a énormément d'entreprises qui peuvent exister à l'international et l'international est prêt à les accueillir, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou même aux États-Unis. Alors tu as entendu que le Puy du Fou, vous souhaitez s'exporter. Tu es prêt à les aider dans la démarche gratuitement? Écoute, j'ai vu ça, c'est un spectacle magnifique, chacun le sait. Et il y a dans certaines parties du monde un énorme appétit pour accueillir des spectacles vivants. Quand je dis énorme, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Las Vegas où on fait des shows à l'américaine, façon Cirque du Soleil et autres. Il y a aujourd'hui dans beaucoup de pays une volonté d'accueillir des spectacles vivants parce que la jeunesse est à la recherche de ce type de spectacle dès lors qu'il raconte une histoire. Et c'est ça la force du spectacle du Puy du Fou, comme chacun le sait, c'est que ça nous rappelle nos racines, ça rappelle une histoire, et ce n'est pas juste un show pour le plaisir de la technologie. Et donc ce genre de spectacles ont un avenir extrêmement prometteur, et je serais ravi de les aider et d'être en relation avec eux pour voir ce qui peut être fait avec certaines adaptations, bien entendu, pour coller à la culture et à l'identité de chacun. Eh bien, je te remercie de t'être rendu disponible. On va tous t'applaudir. Et j'espère que la prochaine fois, tu seras présent avec nous, physiquement. Avec toi, le calendrier le permet, et bonne chance à ta nouvelle aventure. Merci à vous. Merci à toi. J'aimerais qu'on applaudisse tous nos intervenants. Christian Prudhomme. Et puis Thierry. Donc Thierry, si j'invite Alexandre Bompard et tout, tu seras des nôtres aussi.
On ne peut pas rentrer trop dans les détails ce soir. Je suis obligé, je ne le lâche pas. Super. J'aimerais qu'on applaudisse Thierry de nous avoir accueillis. Thierry Le Guénic, Caroline Thierry, Eric Roméden, Laurent Melchior. Allez voir ce qu'il fait sur les métaverses. Le Puy du Fou, qui est une magnifique aventure. Anne-Laure Couplet, bien entendu. Et puis toutes les agences. Bravo à tous. On se retrouve donc le 12 octobre prochain. Là, j'ai invité, donc j'ai le patron de la Massif. Les assureurs se mettent à investir beaucoup dans l'événementiel. Jean-Philippe Dogneton sera là. J'ai le patron de l'événementiel et du sponsoring de Generali. Vous savez, le ballon, là, donc ils sont intéressants à interviewer. J'aurai Mercedes Hera, qui est la patronne de la filière communication nommée par Macron. Donc moi, je veux savoir un peu comment elle place l'événementiel par rapport à la pub, par rapport à la communication. J'aurai le nouveau président de la Coupe du Monde de rugby. Vous savez qu'il y a eu quelques baffes qui ont été distribuées. Donc on aura Julien Colette avec nous, la Coupe du Monde de rugby. Donc là aussi, c'est un magnifique événement qui aura lieu en 2023, juste un an avant les JO. Donc ça va être la même chose, vous êtes tous les bienvenus. On aura le président de Weston, on aura aussi peut-être le maire de Strasbourg qui vient lancer un palais des congrès. On va faire venir des élus aussi, des territoires. C'était un numéro 0 ce soir, 1h30. Voilà, maintenant vous allez nous dire si c'était nul à chier, si c'était bien, si c'était intéressant. En tout cas, l'idée, voilà, c'est d'agiter l'événementiel. Merci à vous et à bientôt.